Chers collègues, chers maîtres, je vais vous parler de la maladie Niemann-Pick. Je tiens tout d'abord à remercier donc M. Taleb et le comité d'organisation qui m'a donné cette possibilité de communiquer devant cette assistance qui est composée de nos maîtres, de nos collègues et de nos amis résidents et étudiants en médecine. Donc, de quoi on parle? Donc, tout d'abord, vous savez qu'on est dans le même groupe des maladies lysosomales, les maladies rares. Et comme vous savez, donc, ces pathologies donc, qui sont liées à une surcharge lysosomale sont actuellement mieux connues et il y a beaucoup de travaux qui ont peut-être donc arrivé à classer les anomalies sur le plan moléculaire, sur le plan génétique et sur le plan enzymatique. Donc, la démarche devant toutes ces pathologies repose sur un principe simple. Tout d'abord, il faut évoquer la pathologie, passer au dosage enzymatique, puis la confirmation génétique. Notre maladie donc, a connu beaucoup de progrès. La maladie de Niemann-Pick, anciennement connue Niemann-Pick, elle est classée en plusieurs sous-groupes. Donc, il y a le type A, le type B, le type C, le type AB. Donc, mais la dénomination actuellement validée, c'est ASMD, c'est acide sphingomyelinase deficiency. C'est quoi? C'est un trouble métabolique panethnique, ça veut dire qu'il touche toutes les ethnies, il est rare, voire ultra rare, mais dans certains articles on trouve qu'il est sous-diagnostiqué. C'est une pathologie multisystémique, elle est progressive, elle est potentiellement mortelle, surtout pour certains types, comme le type A, et l'âge d'apparition il est variable. La nomenclature actuelle qu'on doit l'utiliser, donc on évite de parler de Niemann-Pick, mais on utilise ASMD, type A, type B ou type AB. Sur le plan épidémiologique, donc on a dit que c'est une pathologie panethnique, elle est rare, elle est autosomique récessive, donc elle donne un désordre métabolique. La prévalence est estimée à 1 pour 100 000 habitants, 100 000 naissances, pardon, ou 1 par 1 million de naissances, et la prévalence en Europe est estimée à 1 à 9 pour 1 million d'habitants. Sur le plan physiopathologique, vous devez savoir qu'on a sur le chromosome 11 une mutation génétique. Cette mutation génétique qui se situe donc à ce niveau-là, donc elle va donner des anomalies de dégradation donc au niveau des lysosomes. Et donc il y a un petit décalage. Donc la diminution donc de l'acide sphingomyelinase donc va provoquer donc la surcharge en sphingomyéline. Sur le plan clinique, c'est une maladie multisystémique, elle touche plusieurs organes. Principalement, on a des signes hématologiques avec des échymoses, des hémorragies et une cytopénie. Donc, la rate est augmentée de volume. Elle touche, donc cette splénomégalie touche plus de 90% des patients. C'est un signe précoce. Ça commence par une douleur, pesanteur et satiété précoce. Elle peut être très développée avec risque de rupture et de nécrose. Et la splénectomie, donc elle est indiquée uniquement dans ces situations. Et les autres attitudes, en dehors de complications, sont à bannir. Donc pour le foie, vous savez que cette pathologie peut donner une atteinte hépatique. Ça commence par une cytolyse dans 50 à 75% des cas. Et elle peut évoluer vers une fibrose, voire une dégénérescence, donc, et c'est une cause aussi principale de décès. Donc, la troisième atteinte par fréquence, c'est l'atteinte pulmonaire. Donc, elle donne une pneumopathie interstitielle dans plus de 80% des cas. Les patients présentent des infections à répétition et donc, elle constitue aussi une cause principale de décès. Donc, les signes neurologiques sont moins fréquents donc, dans l'ASMD de type B. Elle donne une hypotonie parfois légère, avec parfois une hyporéflexie, donc qui est progressive, donc avec même une atteinte cognitive. Donc, elle est associée aussi à l'espérance de vie, à la diminution de l'espérance de vie. Pour les signes cardiovasculaires, les patients donc atteints de l'ASMD donc présentent en général un profil lipidique hétérogène avec un HDL bas, un triglycéride élevé, LDL élevé et VLDL élevé. On trouve aussi des atteintes coronaires précoces avec un score cardiaque qui est élevé par rapport donc aux sujets similaires de même âge, et on trouve aussi des atteintes valvulaires dans 10% des cas, et le décès donc par cause cardiaque est retrouvé dans 7% des cas. Les autres atteintes, on a des signes ostéoarticulaires, comme vous voyez, donc avec des douleurs, principalement des ostéopénies et des fractures précoces. Mais ce qu'on trouve chez les enfants, c'est beaucoup plus un retard de croissance
qui doit être évalué. Donc aussi sur le plan clinique, donc les différents types A, B et AB sont différents. C'est vrai, il y a beaucoup de choses à retenir, mais pour faciliter donc la compréhension, donc on va prendre la classification proposée par les dernières recommandations. Devant tout enfant âgé de moins de 6 mois qui commence à développer un retard de développement et il a une détérioration neurologique progressive à partir de la première année avec des taches rouges cerises maculaires, on doit évoquer d'emblée la SMD de type A. Et cette catégorie donc présente aussi un décès dans les 3 ans. Donc, l'apparition peut être variable, donc enfant à adulte, avec des signes principalement hépatosplénomégalie, et la progression elle est variable. Donc, il y a des signes donc hématologiques, saignements, des signes respiratoires, essoufflement, des douleurs osseuses, des fractures, des cytopénies. Dans ce cas-là, on évoque la SMD B. C'est une recommandation de grade 1B. Et pour les phénotypes intermédiaires, ça veut dire un mélange entre les deux, donc on évoque la SMD-AP. Pardon, donc la question qui se pose à chaque fois, comment distinguer la SMD de la maladie de Gaucher? Donc on sait qu'il y a beaucoup de signes communs, mais ce qui nous permet parfois de distinguer, c'est que l'atteinte respiratoire, elle est plus fréquente dans la SMD que dans la maladie de Gaucher, et l'atteinte donc osteoarticulaire, ou principalement donc squelettique, donc elle est plus fréquente dans la maladie de Gaucher par rapport à la maladie, donc la SMD. Pour le diagnostic paraclinique, comme il a été bien précisé que ça se passe donc en utilisant des papiers buvards, DBS, et l'attitude, elle passe par 5 étapes. On commence par tout d'abord donc on prend donc le prélèvement, donc on collecte la goutte, puis on envoie le DBS donc au laboratoire qui va poser le diagnostic. Et puis aussi donc il y a des éléments biologiques, des éléments génétiques, et il y a aussi un suivi à faire. Donc devant des résultats donc biologiques, on doit toujours peut-être évoquer les deux diagnostics ASMD et Gaucher, et le laboratoire donc il peut distinguer les deux entités en utilisant des tests enzymatiques, des biomarqueurs et le test génétique. Donc, pour arriver à poser le diagnostic donc, à un stade précoce, donc on a quelques critères qui ont été associés, qui sont caractéristiques de la pathologie de la SMD. Comme vous voyez ici, donc il y a une atteinte hépatique plutôt sévère avec une hépatomégalie. Donc, il y a aussi une splénomégalie, il y a un taux de plaquettes faible, on a une atteinte respiratoire et donc chez l'enfant, on peut trouver aussi une douleur donc splénique et une diminution, donc si on peut dire, donc un retard de croissance. Chez l'adulte, comme vous savez, la pathologie qui se rapproche de ça en dehors de la maladie de Gaucher, c'est la sarcoïdose. Et pour faire la part des choses, c'est vrai, donc on doit aller vers le diagnostic donc, de la pathologie granulomateuse, donc, mais quand même, donc, les hépatomégalie, splénomégalie sont plus volumineuses dans la SMD, la dyspnée, elle est plus prononcée dans la sarcoïdose, et l'atteinte respiratoire, surtout fibrosante, elle touche beaucoup plus les sommeils. Donc, au final, donc, selon les recommandations, le diagnostic, il passe, comme on avait déjà dit, par la suspicion clinique, par le test enzymatique de la SMD et qui doit obligatoirement confirmer par une étude génétique. Donc, les biomarqueurs donc, associés, comme vous savez, donc, on a deux biomarqueurs. Le premier, c'est le sphingosyl phosphorylcholine, donc SPC, qui est très spécifique, qu'on peut le demander, et la chitotriosidase, qui est peu spécifique et qui peut se voir dans la maladie de Gaucher et d'autres pathologies. Donc, au final, donc, le test génétique doit être effectué pour confirmer le diagnostic. C'est une recommandation 1B. Donc, il y a des algorithmes qui ont été proposés chez l'enfant et chez les petits-enfants et chez les enfants et les adultes. Donc, chez les petits-enfants, il faut se rappeler de cette macule rouge cerise parce que, donc, au final, les critères qui nous orientent vers la pathologie, donc, et on a ici
ici, donc la macule séries, donc il y a le retard de développement, l'hypotonie et le HDL, cholestérol qui est bas. Donc chez un enfant qui a une hépatosplénomégalie avec HDL bas, et il faut demander déjà un fond d'œil. Et si vous trouvez cet aspect, donc il faut évoquer la pathologie. Par contre, chez les enfants donc un peu plus âgés et les adultes, donc on a l'atteinte pulmonaire avec toujours donc cette baisse de HDL cholestérol qui nous permet d'évoquer le diagnostic. Donc la sévérité a été classée pour évaluer donc le bénéfice de traitement. Donc et on a 5 groupes de patients en dehors des patients qui ont déjà un pronostic réservé lié à une pathologie associée comme les pathologies néoplasiques et les autres pathologies. Comme vous voyez ici, le groupe 1, c'est les patients avec des atteintes graves avec des paramètres objectifs, des LCO, le taux de plaquettes inférieur à 50 000, la douleur abdominale et la nécessité donc de commencer le traitement. Le groupe 2, c'est les patients qui sont déjà sous traitement et le jour de la publication de l'article, donc il y avait des patients donc, qui sont dans des essais thérapeutiques. Le groupe 3, c'est des patients avec des atteintes organiques modérées. Le groupe 4, c'est les atteintes légères et le groupe 5, c'est les malades asymptomatiques. Concernant la prise en charge, donc on a dit que c'est une pathologie traitable mais non curable. Il y a un besoin de centres spécialisés, ça a été bien prononcé par M. Genouhet, et on a besoin d'une équipe multidisciplinaire et multiprofessionnelle qui travaille en étroite collaboration. Les axes de la prise en charge, il y a le traitement symptomatique le traitement des complications, le traitement des symptômes, la thérapie de remplacement enzymatique et la greffe des cellules souches hématopoïétiques. Pour la douleur chronique, donc, il y a un traitement qui doit être adapté au niveau de la douleur. Donc, on doit gérer la douleur et la fatigue chez les patients. Il y a des patients qui présentent une dysphagie neuropathique. Ces patients, ces enfants, donc, ils ont un risque d'inhalation. Donc, ils doivent passer en exploration digestive et ils doivent bénéficier parfois même d'une alimentation parentérale. Ou bien donc une jejunectomie. Et pour la thérapie de remplacement enzymatique, donc c'est un traitement enzymatique type olipudase alpha qui utilise la sphingomyélinase acide recombinante humaine. Et là, l'approbation donc dans plusieurs pays, donc et même chez nous, il est actuellement enregistré. Donc, les patients donc, doivent bénéficier de traitement selon des critères, mais ce qui est connu, c'est qu'il n'a aucun effet sur les atteintes du système nerveux central. Donc, ici, il y a une étude qui a été réalisée pour évaluer donc l'effet de ce traitement, elle s'appelle ASCEND, mais qui ont quand même mis des critères très stricts pour commencer le traitement chez les patients. Et le traitement, donc, il est à dose progressive. Donc, chez l'adulte, on passe de 0,1 mg à 0,3, puis 0,6, 1, 2, 3. Et chez l'enfant, donc, on passe de 0,03 jusqu'à 3 mg kg avec surveillance. Et les paramètres donc d'efficacité de traitement sont plutôt cliniques avec mesure de la croissance. On vérifie le volume de foie et de la rate, on évalue la fonction respiratoire et on demande des marqueurs hématologiques, profil lipidique plasmatique, les biomarqueurs de la maladie. Et puis, donc, à chaque étape, parce que c'est un nouveau traitement, on doit signaler l'évolution de ce traitement. La greffe de la cellule souche hématopoïétique, elle a une utilisation très limitée parce que donc elle donne beaucoup de conséquences, en particulier la maladie de Griffon contre l'autre, l'infection, l'atteinte tubulaire rénale et elle est associée à une mortalité. Elle améliore donc les paramètres hématologiques, elle réduit le volume de foie et de la rate, mais elle ne traite pas la maladie neurologique et la réversibilité du retard de croissance est incertaine. Pour le suivi, il y a un protocole précis de suivi. Comme vous voyez ici, donc, il y a un suivi pulmonaire qui se fait à la visite initiale durant les premiers 6 mois, puis chaque année. Les pathospléniques, donc on fait un suivi, donc une évaluation initiale, puis durant les 6 premiers mois, puis chaque année. L'hématologie qu'on fait chaque 3 mois durant la première année, puis chaque année. Pour le bilan cardiovasculaire, donc c'est la même chose, chaque 3 mois, puis chaque année. Et pour donc l'ostéo-articulaire, donc on fait durant les 6 premiers mois, et puis on vérifie en fonction de l'atteinte, le bilan phosphocatique doit être évalué chaque 6 mois. Et le reste des paramètres, donc il y a juste la thyroïde qu'on doit faire un TSH avec les anticorps anti-TPO, vu l'association des deux pathologies, au bilan initial, et puis chaque année. Donc, en conclusion, donc c'est une pathologie qui est rare, c'est vrai. Donc, elle est fatale quand il y a le groupe, le type A.
Le type B, il est considéré sous-diagnostiqué, c'est pour ça donc on insiste sur le dépistage. C'est une pathologie à prise en charge multidisciplinaire et multiprofessionnelle. Le traitement symptomatique il est fortement recommandé. Le traitement substitutif il est actuellement enregistré et merci.